Si elle a débuté au Moyen-Âge, la chasse aux sorcières a connu son apogée pendant la Renaissance. 3 siècles durant, entre 50 000 et 100 000 personnes, majoritairement des femmes, ont été traquées, torturées, tuées ou soupçonnées de pratiquer la sorcellerie. L'Inquisition est une juridiction religieuse qui a pour mission de combattre les hérésies. Elle s'intéresse donc aux sorciers pour leur proximité avec le diable. Heinrich Kramer, un moine dominicain du XVe siècle, est l'un de ces inquisiteurs zélés. Il est aussi l'auteur du plus célèbre traité sur la sorcellerie, le Malleus Maleficarum, aussi connu sous le nom de marteau des sorcières, dont l'influence s'est étendue au-delà de l'Europe. C'est cette histoire de cet homme que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous invite à me suivre au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Heinrich Kramer, le chasseur de sorcières. Nous sommes à Innsbruck, en Autriche, le 29 octobre 1485. En cette fraîche journée d'automne, l'hôtel de ville est en effervescence. Dans la plus grande salle du bâtiment, la foule est venue en nombre. Le feuilleton qui s'y déroule depuis plusieurs jours alimente les rumeurs les plus folles et personne ne veut rater la conclusion. Alors, les curieux se pressent malgré le froid. Sur le banc des accusés, Helena Schöberin frissonne. Elle sait que c'est elle que tout le monde regarde. Mais elle est fière, silencieuse. Elle fait face au regard inquisiteur des hommes qui se trouvent autour d'elle. Son procès a débuté il y a quelques jours à peine, mais elle est déjà à bout de nerfs. Elle est jugée avec 13 autres femmes pour avoir fait usage de la sorcellerie. L'accusation est grave. Elle est portée par un certain Heinrich Kramer, qui se fait appeler par son nom latin, Henri Institoris, un inquisiteur dominicain venu spécialement à Innsbruck. Helena déteste cet homme. La haine est mutuelle. Henri Institoris est bien décidé à avoir sa peau. Il se réjouit par avance de révéler ses mœurs dissolues et ses immondes pratiques de sorcière. Helena Schöberin est en position de faiblesse. Elle le sait. Mais c'est une femme têtue, pas le genre à se laisser intimider. Voilà plusieurs jours qu'elle tient tête à son accusateur, ce qui a le don de le rendre fou. Mais Helena doit se défendre. Si elle est jugée coupable de sorcellerie, c'est la mort assurée. Alors elle fait face à l'Assemblée. La sentence va maintenant être prononcée. Henri Institoris naît en 1436 sous le nom de Heinrich Kramer à Sélestat en Alsace. La région appartient alors au Saint-Empire romain germanique à la frontière du Royaume de France. En Europe, la guerre de 100 ans sévit depuis 99 ans. Jusqu'ici, l'Alsace avait plutôt été épargnée, mais depuis quelque temps, elle fait les frais de la rivalité mortelle entre les Armagnacs et les Bourguignons. Cette bataille entre les deux familles a donné naissance aux écorcheurs. Ces troupes armées terrorisent les villages dans lesquels ils passent. Officiellement, ils ont prêté allégeance au roi Charles VII. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ils agissent surtout par profit personnel et pour étancher leur soif de violence. Partout, les écorcheurs se battent, pillent, rançonnent, sans personne pour arrêter leurs actes barbares. Touchée à plusieurs reprises, la ville de Sélestat se décide finalement à réagir. En 1444, une milice armée se rend non loin de Lièvre, à une quinzaine de kilomètres de la ville, et tente une embuscade à une troupe d'écorcheurs. 300 hommes sont tués. Le succès est total et Sélestat en retire un certain prestige militaire. Heinrich Kramer a alors 8 ans. On ne sait pas grand-chose de ses jeunes années, mais ce qui est sûr, c'est que ses préoccupations sont bien loin des exploits militaires de sa ville natale. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la religion. Enfant déjà, il sait que sa voie est toute tracée. Il est encore très jeune lorsqu'il intègre le couvent dominicain de Sélestat et son dévouement est tel qu'à peine entré dans l'âge adulte, il est nommé prieur. Il acquiert rapidement la réputation d'un homme pieux, un travailleur infatigable, doté d'un charisme étonnant. Cette dernière qualité lui sert beaucoup et il attire souvent les foules pendant ses prêches. Peu avant 1474, alors qu'il a moins de 40 ans, Heinrich Kramer est nommé inquisiteur du Tyrol, de Salzbourg, de la Bohême et de la Moravie. Une fonction à la hauteur de ses ambitions.
Depuis sa création au XIIIe siècle, l'Inquisition s'est largement développée en Europe. C'est maintenant une juridiction très bien établie qui n'hésite pas à utiliser la manière forte pour ramener les hérétiques dans le droit chemin. Heinrich Kramer sait qu'il vient d'obtenir un poste important qui va lui ouvrir beaucoup de portes. Rapidement, il se lie d'amitié avec Bernhard von Rohr, l'archevêque de Salzbourg, dont il devient le bras droit. Son amitié avec von Rohr et ses qualités d'orateur lui valent vite l'attention de Rome. En 1479, il devient docteur en théologie. Pour celui qui a passé toute sa vie à étudier le sujet, c'est une consécration. Kramer a tout ce dont il rêve, mais l'euphorie ne dure pas longtemps. Voilà maintenant quelque temps qu'une question le taraude, une question que beaucoup de ses confrères ne prennent pas avec autant de sérieux qu'ils le voudraient. Ce qui le tracasse, c'est la sorcellerie. Pour comprendre pourquoi le sujet de la sorcellerie est important, il faut que nous revenions quelques siècles en arrière. La croyance en l'existence de sorciers n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, on pensait qu'une personne pouvait tout à fait réaliser des rituels et des incantations magiques pour atteindre ses objectifs ou résoudre ses problèmes. Mais le sorcier, ou la sorcière le cas échéant, risquait de se retrouver devant les tribunaux. Ce n'est pas le développement de la chrétienté en Europe qui a déclenché la chasse aux sorcières telle que nous la connaissons. Au début du Moyen-Âge, le rôle de l'Église était même complètement différent. Pour les autorités ecclésiastiques, la sorcellerie n'était alors qu'une croyance populaire et païenne. On ne luttait donc pas contre les sorcières, mais contre les superstitions. En 785, après le concile de Paderborn, l'Église stipule même, et je cite, « Quiconque affirmerait que les sorcières existent, que les croyances païennes existent, serait condamné à mort. » Le texte est si important pour l'époque qu'il est ratifié par Charlemagne lui-même. L'Église ne fait évoluer son point de vue que 500 ans plus tard. En 1233, le pape Grégoire IX rédige une bulle pontificale, une sorte de décret religieux, qui assimile pour la première fois la sorcellerie à une croyance réelle. Il y décrit notamment le culte du diable et le sabbat des sorcières. La surveillance des pratiques de sorcellerie se renforce, mais les sorcières ne sont pas encore vues comme des hérétiques. Il faut attendre un siècle et une nouvelle bulle pontificale pour ça. En 1326, le pape Jean XXII rédige un décret dans lequel la sorcellerie est officiellement associée à une pratique hérétique. Sa répression incombe désormais à l'Inquisition, qui va prendre la tâche très à cœur. En tant que docteur en théologie, Heinrich Kramer ne croit pas aux légendes des sorcières qui pourraient se transformer en animaux ou en monstres. Pour lui, ce sont des contes de bonnes femmes qui veulent se rendre intéressantes. Mais il croit aux sorcières, ces femmes dotées de pouvoirs magiques, et il les déteste viscéralement. Il est persuadé qu'elles peuvent voler lors du sabbat, détruire des récoltes, provoquer des tempêtes ou empoisonner les hommes. Surtout, il a en horreur les mœurs dissolues. Pour lui, ce sont des créatures sexuelles. Il les imagine nues, offrant leur corps au diable en échange de pouvoirs maléfiques. Car c'est évidemment à ça qu'on reconnaît une sorcière. Vous l'aurez compris, le sujet l'obsède. Kramer prend sa mission d'inquisiteur très à cœur. Il veut amener les sorcières devant la justice, coûte que coûte. Mais le Saint-Empire romain germanique a un défaut qui va réprimer ses ardeurs. Pour comprendre, il faut imaginer sa structure géopolitique. C'est un empire qui dispose d'un faible pouvoir central car il est morcelé en un grand nombre de petits territoires. Les affaires civiles sont gérées par les autorités locales. Or, les autorités ecclésiastiques locales n'aiment pas beaucoup déléguer leur pouvoir. Kramer se heurte souvent à leur désintérêt pour les questions de sorcellerie et dans certains cas, il fait même face à une franche hostilité. Qu'à cela ne tienne, il sait qu'il dispose du soutien de Rome. En 1484, il rend compte de la situation au pape Innocent VIII qui prend des mesures immédiates. Le 5 décembre, il publie la Summis Desiderantes Affectibus. Derrière ce nom latin se cache une bulle pontificale qui donne à l'Inquisition des pouvoirs beaucoup plus importants pour réprimer la sorcellerie. Le pape n'y redéfinit pas la sorcellerie, et je préfère vous dire que c'est un détail important, mais il ordonne aux autorités locales de coopérer avec des inquisiteurs sous peine d'excommunication. Le document est purement politique, c'est une réponse du pape aux caprices de Kramer. Mais on le considère aujourd'hui comme le point de départ d'une chasse aux sorcières qui durera près de 3 siècles.
Armé de sa nouvelle autorité, et probablement d'un sentiment de toute puissance, Heinrich Kramer se rend à Bressanone, en Italie. Là-bas, il parvient à convaincre le diocèse de la nécessité de chasser les sorcières qui envahissent la vallée du Rhin. Il obtient de Georges Goslar, un évêque catholique de Bressanone, une lettre lui apportant son soutien. Goslar ne signe pas le document de gaieté de cœur. Il n'apprécie pas beaucoup Kramer, ni son caractère, ni son impétuosité. Contraint par l'autorité du pape, il accepte toutefois de placer l'enquête sous la protection de celle de l'archiduc Sigmund du Tyrol, un prince de la maison de Habsbourg. Heinrich Kramer se rend sans tarder à Innsbruck dans l'intention avouée de, je cite ces mots, « mener les sorcières devant la justice ». Il y va pour y prêcher, mais surtout pour enquêter dans un diocèse où il a toute autorité. Il ne lui faut pas longtemps pour être remarqué et ses idées ne lui attirent pas toujours la sympathie. Une femme en particulier s'oppose à lui. Cette femme, c'est Helena Schöberin. Helena Schöberin est née à Innsbruck et y a vécu toute sa vie. Elle est mariée depuis 8 ans à un certain Sebastian Schöber, un bourgeois prospère de la ville. De la vie générale, Helena est une femme de caractère à la langue bien pendue, plutôt hostile à l'Inquisition. Quand Kramer arrive à Innsbruck, elle le prend en grippe presque immédiatement. Elle n'adhère pas à ses théories, perturbe ses prêches et l'invective en public. Pour elle, l'obsession de l'inquisiteur pour la sorcellerie relève de l'hérésie et elle n'hésite pas à le faire savoir. Elle décide même de cesser d'assister aux prêches et se moque de Kramer en public. Celui-ci est piqué au vif. Il n'a pas l'habitude qu'une femme lui tienne tête. Pour qui se prend-elle ? Vous l'aurez compris, sa première enquête, il la fera sur elle. Il se renseigne, farfouille, questionne autour de lui. Ce qu'il découvre l'enchante. Comme il l'avait supposé, Helena Schöberin est une femme douteuse. Certaines personnes l'ont vue en compagnie de suspects d'hérésie. D'autres la soupçonnent d'avoir causé la maladie d'une femme pour prendre son mari comme amant. Le témoignage d'un médecin est celui qui cause le plus de tort à Helena. Il la soupçonne d'avoir utilisé la magie pour tuer le chevalier Jörg Spiess, avec qui elle voulait commettre un adultère. Heinrich Kramer jubile. Il a réussi à obtenir plus d'informations qu'il n'en espérait. Son heure est proche. Un jour, il croise Helena Schöberin dans la rue. La vue de Kramer l'insupporte immédiatement. Elle s'arrête, lui crache au visage et se met à crier « Honte sur toi, mauvais moine! Que le mal t'emporte !» Pour Kramer, c'est la goutte d'eau. Il lance une procédure officielle et l'enquête prend une ampleur démesurée. Au total, ce sont pas moins de 50 femmes qui sont interrogées. Elles sont toutes soupçonnées de sorcellerie, mais qu'on se le dise, ces accusations sont surtout un prétexte. La majorité de ces femmes sont victimes de vengeances personnelles. Elles ont été dénoncées par d'anciens amants, des maris trompés, ou simplement des personnes avec qui elles étaient en conflit. Souvent, il s'agit de femmes isolées, marginalisées, qui dérangent l'ordre social par la peur qu'elles suscitent. Il s'agit aussi parfois de récupérer des terres dont elles seraient propriétaires. Au terme des dénonciations et des interrogatoires, Kramer parvient à traîner Helena Schöberin devant les tribunaux aux côtés de 13 autres femmes. Le procès s'ouvre au matin du 29 octobre 1485. La plus grande salle de l'hôtel de ville d'Innsbruck se remplit peu à peu de dignitaires. Helena en connaît quelques-uns. Dans l'assemblée se trouve Georges Goslar, l'homme qui n'apprécie guère Kramer, et Christian Turner, son représentant à Innsbruck. Paul Vann et Sigismund Saumer, deux spécialistes des lois canoniques, font également partie de l'assemblée. On compte aussi 3 frères de l'ordre des dominicains, 2 notaires, et Heinrich Kramer, qui préfère se faire appeler par son nom latin, Henri Institoris. Kramer, ou Institoris, jubile de voir cette femme sur le banc des accusés. Avec le soutien du pape, il sait qu'il va gagner. Et Helena Schöberin n'a aucun pouvoir dans cette salle remplie d'hommes, déjà convaincus de sa culpabilité. Malheureusement pour Kramer, il commet une erreur dès le début du procès. Une fois les dignitaires installés, le procès commence. On rappelle à Helena Schöberin ce dont elle est accusée. Agression d'un inquisiteur, fréquentation d'hérétiques, adultère, hérésie et surtout meurtre par usage de sorcellerie. Kramer peut débuter son interrogatoire. Il veut d'abord tout savoir de la sexualité d'Helena. Ce choix fait lever quelques sourcils dans la salle, mais personne ne s'interpose. Les minutes passent.
Kramer assiste. Il ne cesse de poser des questions sur la virginité de l'accusé, ses partenaires, ses fantasmes, ça l'obsède. Il apparaît vite que l'inquisiteur a uniquement basé ses accusations sur les mœurs de cette femme. Dans la salle, le malaise est maintenant palpable. Les dignitaires se raclent la gorge et remuent sur leurs chaises. Heinrich Kramer ne remarque rien. Après une nouvelle question indécente, George Gosler se lève enfin et fait interrompre le procès. Kramer est outré. Il n'a pas encore déroulé tout son argumentaire, mais il sent que l'assemblée lui est hostile. Alors il obtempère. Lorsque l'audience reprend, Kramer a la désagréable surprise de découvrir que George Gosler a fait venir une nouvelle personne dans la salle. Il s'agit de Johann Merweis. Cet homme est diplômé en loi canonique, mais surtout, et vous imaginez bien que c'est une catastrophe pour l'inquisiteur, car c'est un avocat. Il est ici pour venir en aide aux femmes accusées. Lorsque Johann Merweis prend la parole, il pointe tout de suite du doigt les nombreuses erreurs de procédure. Mais il a aussi une dent contre Kramer à qui il reproche d'avoir posé des questions fallacieuses, où la réponse était déjà induite. L'inquisiteur fulmine. Elena Schwerin, elle, assiste à l'audience avec attention. Elle se pensait condamnée, mais elle se dit que peut-être elle pourrait s'en sortir. Son sort est lié à la décision du Conseil des dignitaires qui entre en délibération. Dans la salle, la tension est palpable. Au bout de quelques minutes, le Conseil rend sa décision. Elena Schwerin et les 13 autres femmes sont déclarées innocentes. Heinrich Kramer proteste à grands cris, mais rien n'y fait. Elles sont immédiatement libérées et l'inquisiteur, fou de rage, continue à déverser sa bile. Il ne va pas en rester là. Il porte l'affaire directement devant George Golser, dont il avait obtenu la protection quelques mois plus tôt. L'évêque est excédé. Il regrette d'avoir accordé son soutien à cet homme impétueux et obsessionnel. Mais il accepte d'étudier le dossier. Après une lecture attentive, il lui apparaît vite que le jugement prononcé est le bon. Elena Schwerin n'est pas une sorcière. Kramer ne lâche pas le morceau. Cette promiscuité sexuelle, cette immoralité, c'est forcément le signe de la sorcellerie. Rien ne le fera changer d'avis. George Golser décide malgré tout de clore le procès. Non seulement il ne peut plus supporter les agissements de Kramer, mais il craint aussi les représailles des familles des accusés. En plus de débouter l'inquisiteur, il enjoint Sigmund du Tyrol, le prince de la maison de Habsbourg, à payer les frais de justice des femmes innocentées. Autant vous dire que pour Heinrich Kramer, c'est un véritable camouflet. Dans les mois qui suivent, Kramer et Golser échangent plusieurs lettres. Celles de l'inquisiteur sont toutes plus obsessionnelles les unes que les autres, à tel point que Golser lui demande de cesser ses investigations. Mais rien n'y fait. Dans une dernière lettre datée de 1486, l'évêque prend la seule décision qui s'impose. Heinrich Kramer est sommé de quitter Innsbruck sur le champ. Pour celui qui avait le soutien du pape et pensait être intouchable, l'humiliation est totale. Mais il n'a pas le choix, il doit céder. Il retourne donc à Cologne, la tête basse, pensant déjà à la manière dont il pourrait se venger. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver la réponse. Heinrich Kramer a peut-être perdu une bataille, mais il refuse de perdre la guerre. On pense qu'après sa défaite, il aurait immédiatement écrit au pape Innocent VIII pour demander l'autorisation de rédiger un traité sur la sorcellerie. Si c'est le cas, il aurait a priori obtenu un avis favorable puisque moins d'un an plus tard, en 1487, il publie à Strasbourg le Malleus Maleficarum, aussi connu sous le nom de Marteau des sorcières. Dans son livre, il étudie la sorcellerie d'un point de vue théologique et affirme que la pratique est réelle. Il développe son argumentaire sur des centaines de pages, mais son explication tient en quelques mots. Les femmes, de par leur nature et leur intelligence inférieure, sont plus disposées à céder aux tentations de Satan. Dans le Malleus Maleficarum, il écrit comment reconnaître une sorcière et s'attarde encore une fois très longuement sur les mœurs de ces dernières. La dernière partie de son ouvrage est consacrée à l'élimination des sorcières par l'arrestation, le jugement et la condamnation. Il décrit longuement les méthodes de torture appropriées pour obtenir des confessions et surtout comment reconnaître les témoignages véridiques de ceux qui ont été corrompus. Il affirme notamment que si,
Pendant un procès, un avocat se montre un peu trop convaincant pour défendre des sorcières, il est forcément ensorcelé. À coup sûr, Kramer n'a pas oublié Johann Merweis, l'avocat d'Helena Schöberin. Le Malleus Maleficarum n'est pas le premier traité du genre, évidemment, mais contrairement à ses prédécesseurs, il rencontre un succès fulgurant. Il faut dire qu'il est aidé par une invention toute récente. 30 ans plus tôt, en 1456, dans le petit atelier de Mayence, un ingénieur nommé Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie. Très rapidement, son invention s'est développée dans toute la vallée du Rhin. Si Heinrich Kramer diffusa d'abord son marteau des sorcières à Strasbourg, c'est parce que l'impression y était beaucoup plus facile. La population s'arrache le traité de Kramer publié sous le nom de Henri Institoris. Entre 1487 et 1520, on compte une vingtaine de rééditions et 16 de plus entre 1574 et 1669. Un vrai best-seller. Malgré l'accord qui lui a été donné, l'Église ne se réjouit pas du tout de ce succès. Elle estime que de nombreuses affirmations de l'auteur sont contraires aux enseignements chrétiens. Mais la ferveur populaire autour de l'ouvrage ne fait que renforcer un phénomène de chasse aux sorcières que l'Église essaye, malgré elle, de contenir. À peine 3 ans après la publication du Malleus Maleficarum, l'Église désavoue le traité. Les théologiens de l'université de Cologne le condamnent même fermement. Ils affirment qu'il décrit des procédures d'interrogatoire illégales et contraires à l'éthique. L'ouvrage est mis à l'index peu de temps après et rejoint le long catalogue de livres interdits par la foi catholique. Mais les tentatives de censure de l'Église échouent les unes après les autres. Le marteau des sorcières continue à se diffuser. Dans beaucoup de villes, il sert d'ouvrage de référence pour reconnaître, arrêter et se débarrasser des sorcières. Il n'y a presque que des femmes. Depuis la publication de l'ouvrage, la pratique de la sorcellerie semble être devenue une activité essentiellement féminine. Malgré le désaveu de l'Église, Heinrich Kramer connaît une carrière remplie de succès. Il est demandé en tant que consultant dans de nombreuses villes d'Europe, invité à donner des lectures et des conférences dans des universités. Il écrit d'autres ouvrages qui ne connaissent pas pour autant le succès retentissant du marteau des sorcières. Il passe le reste de sa vie dans l'écriture et les prêches et meurt en Moravie en 1505, à l'âge de 69 ans. Pendant longtemps, son Malleus Maleficarum fut considéré comme un ouvrage de référence pour décrire la chasse aux sorcières qui a sévi d'abord en Europe, puis en Amérique du Nord. Aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus nuancés. Le marteau des sorcières ne représente vraiment que la vision obsessionnelle de Kramer. Pour autant, sa publication a contribué à renforcer l'idée selon laquelle la sorcellerie était une affaire de femmes. Entre 1487 et 1782, date où la dernière européenne est exécutée pour sorcellerie, on estime le nombre de victimes entre 50 000 et 100 000, dont 80% de femmes. L'Allemagne est responsable de l'exécution de 3/4 des condamnés, en partie à cause de la diffusion du Malleus Maleficarum dans les régions germaniques. Au XIXe siècle, le grand historien Jules Michelet revient sur les sorcières dans un traité un peu fantaisiste et étonnamment féministe. Dans un élan romantique, il fait de la sorcière la victime des hommes. Au Moyen-Âge, pour se protéger du seigneur violent et violeur et du mari faible et pleutre, Michelet explique que la femme se tournait vers le diable, quittait les bourgs pour les clairières et préférait la vie champêtre à celle des villes et des villages. En mettant ainsi les hommes face à leur insuffisance, elle attisait leur haine. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Solane Grand-Claude. Je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.